Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur le plateau d'Article 35, l'émission de TV Bruit à l'Université des mouvements sociaux et solidaires. Je reçois Isabelle Goldringer, bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice de sciences citoyennes et chercheuse à l'INRA. Oui. Et je vous ai invité aujourd'hui pour parler ensemble de recherche participative. Oui. Donc ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on définisse de manière un peu concise qu'est-ce que c'est que la recherche participative. Alors l'idée de la recherche participative, c'est de sortir la recherche des laboratoires pour aller la conduire avec les citoyens et que à toutes les étapes de la recherche, il puisse y avoir une co-construction, à la fois depuis les questions de recherche jusqu'au protocole, au dispositif et à l'interprétation des résultats, une co-construction avec des citoyens, donc citoyens organisés en collectif, associations, etc., qui vont avoir des questions de société à poser à la recherche. Voilà, donc quand vous dites toutes les étapes, c'est-à-dire que cela peut être les citoyens eux-mêmes qui posent les sujets de recherche ? Tout à fait, oui. Les citoyens, ces collectifs, ces acteurs, ils ont des questionnements, des questions. Et donc, ils vont, avec les chercheurs, formuler ces questions en questions de recherche et en dispositifs pour les résoudre. Ok, donc toi, tu es chercheuse à l'INRA. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle forme ça prend quand tu participes à des recherches participatives, justement? Alors, donc, moi, je travaille sur les espèces cultivées, la diversité des espèces cultivées. Et donc, j'ai des projets de recherche avec des groupes des associations du réseau Semences Paysannes qui cherchent à développer des variétés de blé ou d'autres espèces qui soient adaptées à leur terroir, à leur pratique, en général agriculture biologique ou agriculture paysanne, et à des modes de transformation et des débouchés en circuit court qui sont particuliers. Et donc ils ne trouvent pas les variétés dans le commerce et donc ils ont envie de redevenir autonomes sur les semences pour développer ces variétés-là. Et donc avec eux, on a mis en place une recherche de la diversité génétique qui va être pertinente pour leur terroir, pour leurs conditions de culture, une manière de la brasser, de l'utiliser, de la mobiliser, et puis une manière de l'évaluer dans leur champ, de la caractériser pour qu'eux puissent ensuite sélectionner, identifier les plantes et les populations qui vont être adaptées à leur pratique. L'aspect intéressant que j'ai retenu, moi, parce que j'étais présent à l'atelier que vous avez donné ce matin sur ce sujet, et tu disais que la recherche participative, ça vous aidait, vous, en tant que chercheur, à aborder un spectre plus large de données. Tu expliquais que finalement, toi, tu étais très spécialisé sur un type de recherche et que quand tu te retrouves dans le champ avec un agriculteur, enfin au début en tout cas, quand tu t'étais retrouvé dans le champ avec un agriculteur, tu te rendais compte que tu étais quasiment incapable de répondre à beaucoup de ces questions parce que toi, tu répondais à un type de... Est-ce que tu peux expliciter un peu ça? En quoi faire de la recherche avec des gens qui sont dans le concret, ça vous apporte, vous, en tant que chercheur? Oui, alors c'est vrai qu'en recherche, on est vraiment très spécialisé, très pointu, donc dans la génétique du blé, ce qui est mon cas. Et puis en fait, quand les paysans m'ont invité à venir dans leur champ pour que je me rende compte de leurs problématiques, j'ai réalisé que en fait, un champ de blé, c'est intégré pour l'agriculteur, c'est intégré dans un agroécosystème. Donc il y a des questions, il y a un précédent, il y a une culture qui a été cultivée l'année d'avant, il y a des pratiques de travail du sol ou de non-travail du sol, il y a des questions écologiques avec les haies, l'environnement qui entoure le champ, il y a des questions sociales et économiques pour l'agriculteur de en quoi il va transformer, quels sont les débouchés pour sa culture, et qu'il faut traiter tout ça dans la globalité. Donc c'est un problème vraiment complexe qu'on ne peut pas traiter de façon parcellaire avec le généticien qui va s'intéresser à la génétique du blé, l'écologue qui va s'intéresser à l'écologie du puceron, etc. Et donc moi, ça m'a conduit à vraiment essayer de travailler en interdisciplinarité avec des collègues agronomes, écologues, en sciences sociales, pour pouvoir aborder le problème au même niveau que l'agriculteur. Et donc ça, concrètement, sciences citoyennes, comment vous agissez pour mettre ça en place, ces recherches interdisciplinaires et en partenariat avec la société civile? Alors, sciences citoyennes, il va travailler à différents niveaux.
Donc d'une part, il va chercher à encourager les citoyens à s'impliquer dans la recherche, donc à travers ces recherches participatives, donc d'une part proposant un petit peu un cadre et puis une approche pour la recherche participative, mais d'autre part en faisant un plaidoyer au niveau politique pour changer la manière de faire la recherche, les appels à projets, etc. Parce que la recherche participative, c'est vraiment très minoritaire, ça commence à se développer. Donc Sciences Citoyennes a permis de la mise en place de financement de recherche de projets participatifs. Et puis d'autre part, il va y avoir d'autres approches pour encourager les citoyens à s'intéresser aux questions scientifiques et aux choix scientifiques. Parce que la science qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment... ça va donner la société de demain. Donc c'est important que les citoyens ne pensent pas que c'est aux scientifiques de choisir si... il faut chercher sur les techniques d'édition génétique du génome pour faire les prochaines variétés ou sur l'agroécologie. C'est bien des choix de société, donc il faut que les citoyens s'impliquent là-dedans. Du coup, ça me permet d'amener le sujet qui m'intéressait tout particulièrement dans les sciences participatives. Et en fait, on voit que c'est un choix qui est éminemment politique de partir sur de la recherche participative parce que, comme tu le dis, les recherches qu'on engage aujourd'hui, c'est celles qui vont définir le monde de demain. Et donc il y a deux axes là-dedans. Cyril, ce matin, nous disait que dans l'idée, la recherche participative est très acceptée. Tout le monde dit c'est super, il faut en faire, c'est génial. Mais on ne vous donne pas les moyens. Et c'est ce que tu disais, faire du plaidoyer au sein des institutions. Où est-ce que ça en est? Comment ça marche? Quel levier vous utilisez pour amener les institutions à débloquer du budget? J'imagine que c'est ça le gros frein. Alors il y a... Bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins positif que ce qu'on aimerait que ce soit. Donc il y a quand même il y a eu des régions qui ont proposé, qui ont construit des appels à projets de recherche participative, donc entre des partenariats, institutions et citoyens. Ça, il faut savoir que ça s'est arrêté. Il y avait la région Île-de-France qui avait mis ça en place, la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, tout ça, ça s'est arrêté. C'est des choix... À cause d'une alternance politique? À cause de l'alternance politique. Maintenant, ces manières de faire la recherche, elles sont un petit peu reprises par des fondations. Donc Sciences Citoyennes a pas mal travaillé avec la Fondation de France et la Fondation pour le progrès de l'homme. Et puis il y a un travail qui se poursuit avec l'ADEME, qui a débouché sur un appel à projet juste en ce moment, donc sur des questions à la fois environnementales, de transition énergétique, d'agroécologie, etc. Mais c'est vrai que ça avance pas si vite que ça, parce qu'en fait, les institutions ont un petit peu tendance à prendre le terme participatif en oubliant ce qu'il y a derrière, et donc en mettant derrière tout ce qui va être collecte de données par les citoyens, etc. Donc bien sûr, on implique les citoyens, mais on les implique juste pour récupérer... Pour compter les oiseaux qui passent devant leur balcon, ou des choses comme ça. Pour récupérer plus de données, mais c'est pas un processus qui forcément... Systématiquement, il y a des cas où ça l'est, qui va les renforcer, les impliquer dans les choix, etc. Justement, là, on en arrive au deuxième aspect de la recherche participative en tant que choix politique, parce que la société civile a toujours eu un savoir sur le domaine de son métier, etc. en particulier. Mais ce savoir était pas légitimé par les institutions et on leur disait laissez faire les spécialistes, en gros. Et moi, ce que je vois à travers la recherche participative, c'est que c'est un moyen de légitimer ce savoir populaire et du coup d'aller le porter vers les institutions et peut-être en réaction à leur refus ou à leur déni de s'engager politiquement. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as pu voir au sein des différentes recherches que tu as pu mener? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça peut faire bouger les lignes, quoi, parce qu'effectivement, donc, il y a des connaissances et des savoir-faire qui sont développés au sein de la société. Le fait de travailler en partenariat avec des scientifiques, ça permet de construire aussi là-dessus sur à la fois des savoirs peut-être parfois plus empiriques et puis des savoirs plus académiques, de construire de nouvelles connaissances. Donc les légitimer, oui, quand ensuite derrière on va pouvoir aller les publier dans des articles scientifiques ou dans des revues, des rapports, etc. Mais aussi, du coup, on peut arriver à faire changer les choses, à reconnaître
le rôle de certaines franges de la société, de certaines associations dans des problématiques. Donc moi, typiquement, sur les semences paysannes, tout le travail qu'on a fait a permis de reconnaître le rôle des associations paysannes dans la gestion des ressources génétiques. Reconnaître au sein de la sphère scientifique ou reconnaître par les institutions politiques? Et les deux. De la sphère scientifique dans une certaine mesure et au niveau des institutions politiques, puisque maintenant ils sont considérés comme un acteur à inviter par le ministère de l'Agriculture quand on va parler de ressources génétiques, etc. Donc ça permet quand même de faire bouger un peu les lignes et de faire venir la société citoyenne dans la sphère politique. Tout à fait. Alors une dernière petite question. Quelles sont pour vous, la science citoyenne, un peu les perspectives? C'est quoi la suite? Et en quoi participer à une université d'été comme celle-ci, ça peut vous aider à nouer des contacts? Et c'est quoi les prochaines étapes pour la recherche participative? Alors, en fait, on mène à Sciences Citoyennes, on mène de front différents volets. Il y a aussi la question de la protection des lanceurs d'alerte, par exemple, donc des gens qui identifient des alertes, des problématiques environnementales ou sanitaires et qui ne vont pas pouvoir les exprimer parce que ça va à sens inverse d'intérêts mettre en danger, industriels ou économiques. Donc il y a la construction de la maison des lanceurs d'alerte pour essayer de pérenniser un accueil, un appui à ces lanceurs d'alerte. Sur les recherches participatives, il y a cet appui donc, à des bailleurs qui se sont organisés, qui ont accepté de travailler ensemble, donc l'ADEME, des fondations et puis la Fondation Agropolis et peut-être des ministères de la recherche ultérieurement, pour vraiment mettre en place des projets, des soutiens à des projets de recherche participative. Après, il y a différentes voies, puis je vous engage à aller voir sur le site de Sciences Citoyennes. Super, merci beaucoup. Bonne fin de journée et puis bonne fin d'université aussi. Avec plaisir, merci à vous.